Le jeudi 3 juin 2021, au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, s'est tenue la 5e édition de la conférence Risque Pays Côte d'Ivoire. Elle a enregistré environ 500 participants composés de représentants du gouvernement, des membres du corps diplomatique, de représentants d'institutions financières régionales, d'experts et acteurs du secteur privé et public, de chefs d'entreprise et d'étudiants. La conférence a débuté par la cordiale bienvenue adressée par Madame Soraya Diallo, vice-présidente Bloomfield Ratings. Elle a brièvement présenté les départements Ratings et Intelligence de l'agence de notation Bloomfield, ainsi que l'objet de cette conférence. Bloomfield Investment existe depuis bientôt 15 ans maintenant. C'est une agence de notation financière panafricaine et c'est la première agence de notation financière de l'UEMOA. La CRP est née de la volonté de Bloomfield de donner une perspective africaine de l'interprétation du risque des pays africains à travers un rapport de risque pays qui établit la cartographie de risque d'un pays donné et qui met en relief ses atouts, ses opportunités et ses axes d'amélioration, cela afin de donner une meilleure visibilité aux investisseurs et aux partenaires au développement. L'ouverture de la conférence a ensuite été faite par Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Il a tenu à louer l'initiative de Bloomfield Investment Corporation quant à cet exercice et a commenté le rapport Risque Pays 2021. L'analyse risque pays apparaît de plus en plus incontournable dans le recours à la liquidité financière. Il est devenu pratiquement impossible d'émettre des obligations souveraines internationales en devises étrangères sans se voir attribuer une note par une agence de notation internationale. Il est heureux de constater que les États africains manifestent un intérêt croissant pour l'analyse risque pays. C'est sur cette note que je déclare ouverte la conférence débat risque pays Côte d'Ivoire 2021. Monsieur le ministre a confirmé que les rapports permettant de donner une meilleure visibilité aux investisseurs ont permis à la Côte d'Ivoire d'être présente sur le marché des capitaux au regard de ses meilleurs scores. Après avoir indiqué l'importance de l'évaluation d'un risque pays au niveau local et fait un bref historique des différents risques pays de la Côte d'Ivoire, M. Stanislas Zézé, président directeur général de Bloomfield Investment Corporation, a fait la restitution du rapport de risque pays Côte d'Ivoire 2020. La raison pour laquelle nous avons décidé de commencer à faire ces conférences risque pays, c'est pour une raison très précise. La perception sur l'Afrique de l'ensemble des investisseurs dans le monde est une perception qui a été pendant longtemps biaisée. L'analyse du risque d'un pays ou d'un continent est plus pertinente quand elle est faite de l'intérieur. Et nous avons estimé que cette approche biaisée sur les risques pays de l'Afrique devait être rectifiée. Et c'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons créé tout simplement cette agence de notation financière il y a 14 ans. Et cette conférence débat risque pays est aussi l'opportunité de mettre en relief l'information, l'intelligence économique qui permettrait aux investisseurs locaux, régionaux et internationaux d'avoir une vraie visibilité, une bonne visibilité sur l'économie des pays africains. Où le monde sort progressivement d'une pandémie qui a évidemment eu des conséquences dévastatrices. En Afrique, je ne sais pas si je devrais dire c'est une chance, évidemment, les conséquences sanitaires ont été moins catastrophiques que prévu. C'est une combinaison de deux facteurs. Certainement des facteurs naturels qu'on ne pourront pas expliquer, mais aussi la réponse des gouvernements africains très rapidement pour justement contenir cette pandémie-là. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a mis en place des mesures de riposte qui ont permis de contenir cette pandémie. Les résultats des conséquences sanitaires sont connus, évidemment, sont modérés comparés à d'autres endroits où on a eu plutôt des catastrophes. La Côte d'Ivoire est parmi les pays d'Afrique qui ont été les plus résilients vis-à-vis de cette crise en termes économiques. La Côte d'Ivoire a fini l'année 2020 avec un taux de croissance de 1,8%. Donc, si vous regardez l'UEMOA, vous avez deux pays qui ont eu une croissance positive, le Bénin et la Côte d'Ivoire.
la Côte d'Ivoire demeure le pays qui a le plus résisté économiquement à cette pandémie-là. Ceci dit, il y a eu un gros ralentissement. Parce qu'en 2017, la Côte d'Ivoire était à 7,4% de taux de croissance, 6,8% de taux de croissance en 2018, 6,9% de taux de croissance en 2019 et est descendu à 1,8% de taux de croissance en 2020. C'est un ralentissement, mais pris dans le contexte, c'est une capacité de résilience. Et le résultat que ça nous donne aujourd'hui, c'est 5,6 sur 10. Donc la Côte d'Ivoire est dans la catégorie de risque modéré. Donc pas de frein à l'investissement. Avec une perspective stable à court terme et une perspective stable à long terme. Cet exercice est dynamique. La note n'est pas gravée dans le marbre, elle est dynamique, elle peut changer, la perspective est revue chaque mois et elle peut changer. Donc pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, au tenté, la Côte d'Ivoire à 5,6 avec une perspective stable, ce qui est une dégradation de 100 points de base comparé à la note de l'année dernière qui était à 5,7. Ce rapport présente une cartographie du risque pays Côte d'Ivoire, donnant ainsi une meilleure visibilité aux investisseurs et aux partenaires au développement sur les atouts, les opportunités et les faiblesses du pays. La baisse de la note risque pays Côte d'Ivoire, qui passe de 5,7 en 2019 à 5,6 en 2020, est notamment liée à une régression du climat des affaires, une performance du système éducatif à améliorer et à un risque d'insolvabilité en termes de ratio de service de la dette sur les recettes fiscales. La conférence s'est ensuite poursuivie avec 4 panels de haut vol qui ont permis d'échanger autour des principaux points relevés dans le rapport. Le premier panel a été axé autour de la thématique suivante: la résilience de l'économie ivoirienne peut-elle absorber les conséquences de la pandémie et relancer la croissance? Dans quel état est l'économie ivoirienne aujourd'hui après cette Covid-19? Qu'est-ce qui fait que la Côte d'Ivoire, mieux que les autres, est tenue? Oui, alors quand on parle de résilience en 2020, il faut savoir que c'est le résultat en fait des réformes de grande ampleur qui ont été menées depuis 2012. Là, je me tourne vers M. Zézé. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la Côte d'Ivoire est sortie d'affaires? Est-ce que vous pensez qu'on réamorce la pompe là, maintenant? Je crois que oui, on peut dire qu'on réamorce la pente. Ceci dit, au premier trimestre, on a vu une certaine embellie de certains indicateurs économiques, mais il est important aujourd'hui de plutôt repenser de façon plus profonde la capacité même de faire face à ce genre de pandémie. Il est important d'avoir une résilience beaucoup plus importante. Vous savez pourquoi? Personne ne dit qu'à la prochaine pandémie, l'économie du monde ne sera pas fermée pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Est-ce qu'à ce moment-là, la Côte d'Ivoire a la capacité justement d'avoir cette résilience? Aujourd'hui, il s'agit de la renforcer. Là, je me tourne vers M. Koulibaly. Quelles leçons peut-on tirer de ce qui vient de se passer? Les économies fermées, les usines fermées, mais le pays continue de vivre par lui-même. Est-ce que ça ne devrait pas donner un peu plus confiance aux Africains et de se dire, voilà, on va se prendre en charge? Notre aptitude à nous adapter aux chocs, y compris les plus imprévus. Et donc, cela veut dire qu'il faut compter sur nos ressources humaines, travailler sur les process de décision, sur les règles ou donc toute la législation applicable et faire en sorte de pouvoir maîtriser tous les délais pour la gestion des finances publiques puisque nous en sommes. Je pense qu'il y a eu un manque d'anticipation au départ, dont vous souffrez aujourd'hui. Alors justement, je vous ai parlé tout à l'heure des délais sur lesquels vous mobilisez les projets. Vous avez aujourd'hui une performance de monter ces projets et de les sécuriser en 2020 pour pouvoir les exécuter. Après, dans le domaine de l'énergie, vous avez ce qu'on appelle les aléas. Aujourd'hui, si vous êtes basé en France, vous allez sur le site de RTE, réseau donc, en France qui gère les mouvements d'énergie. Il y a des rapports où on dit sur les 10 prochaines années, vous avez plusieurs configurations. Vous avez des aléas ponctuels et vous avez une conjonction d'aléas. Et aujourd'hui, le cauchemar de tout acteur dans le domaine de l'énergie, c'est si vous avez 2-3 aléas, vous rentrez en situation difficile. Parce que quelles que soient vos marges de manœuvre, vous pouvez absorber un choc, peut-être 2, mais si vous avez 3 chocs, vous êtes en situation difficile. Vous avez combien de chocs, vous? Nous, on en a eu 4. De ce panel, nous pouvons retenir que la résilience de l'économie ivoirienne en 2020 est liée en grande partie aux réformes qu'a fait le pays depuis 2012 et à ses différents plans de riposte contre la Covid-19.
La Côte d'Ivoire, à travers son plan national de développement 2021-2025, prévoit axer sa relance économique sur la transformation industrielle de ses secteurs économiques basés sur la contribution de ses champions nationaux. Toutefois, cette relance devrait s'accompagner non seulement de l'optimisation de l'entrant énergie qui traverse une crise conjoncturelle, mais également de la limitation du recours aux ressources externes au profit de la mobilisation domestique à moyen et long terme. Le deuxième panel avait pour thème « Comment limiter le recours à la dette en améliorant les ressources propres dans un contexte de besoin de financement important ». Je vais naturellement commencer par Monsieur le ministre en charge du budget et lui poser la question peut-être un peu frontale de savoir si aujourd'hui la tendance que prend la dette ivoirienne n'est pas une source d'inquiétude. En nominal, on ne peut pas vraiment dire qu'on a des inquiétudes particulières concernant nos dépenses d'investissement, ces fonds des infrastructures, donc consolider l'outil productif à moyen et long terme. La dette en elle-même n'est pas un problème. Parce que je ne connais pas un seul pays au monde qui ne s'endette pas pour se développer. La dette, c'est la résultante des déficits budgétaires. Et généralement, aucun pays n'arrive à boucler son budget en équilibre. Donc on est nécessairement obligé de s'endetter. Donc à la question de savoir est-ce que notre dette est viable, je peux vous dire oui. Oui, parce qu'il y a un ensemble de réformes qui sont mises en œuvre par le gouvernement qui permettent de générer des flux de ressources qui peuvent nous permettre de rembourser. Il faut reconnaître que aujourd'hui, que ce soit sur le plan international que sur le plan régional, nos pays s'endettent trop cher. Donc je pense qu'il y a un travail de fond à faire sur la question du coût de la dette. Je ne connais aucun secteur privé qui s'est développé uniquement avec de la dette. Aucun pays, ça n'existe pas. La dette ne permet pas de se développer sur le long terme. Ce qui permet de se développer sur le long terme, c'est les fonds propres. Et c'est là où, à un moment, on va devoir se poser la question de comment est-ce qu'on crée cette épargne individuelle, cette épargne collective nécessaire qui permet d'apporter des ressources propres à tous ces acteurs locaux du secteur privé pour essayer de progresser. Des différentes interventions qui ont meublé ce panel, on peut retenir que la dette extérieure de la Côte d'Ivoire est supérieure à sa dette intérieure, même si cette structuration n'a pas d'impact négatif sur la viabilité de la dette du pays. Également, la Côte d'Ivoire reste dans une tendance solvable à partir de la bonne trajectoire de ses ratios liés à la dette. Cependant, il demeure important d'accroître l'épargne locale et d'accompagner les entreprises à créer plus de valeur pour renforcer davantage la capacité de la Côte d'Ivoire à soutenir sa politique de croissance économique. Le troisième panel a porté sur quelle est la réflexion à mener pour avoir un système de santé autosuffisant. Pour qu'un système de santé soit efficace, il faut que le budget santé soit un minimum de 15%. Mais quand pensez-vous que la Côte d'Ivoire pourra atteindre le niveau des pays comme le Ghana, le Kenya? D'un système de santé curatif à un système de santé préventif, évidemment, il y a d'autres variables qui entrent en jeu, qui font que vous ne pouvez plus opérer comme avant. C'est-à-dire que la santé aujourd'hui, le système de santé, un élément important, c'est la prévention. Pour le traitement des déchets, qu'est-ce que le gouvernement a prévu dans ce sens? Peut-être les déchets médicaux sont des déchets spécifiques et qui nécessitent un certain traitement. Et les spécialistes sont bien sûr au courant de cette situation. Et ce qu'il faille faire, je pense qu'on a un plan stratégique qui aborde bien ces questions avant de rentrer dans la période Covid. Mais nous avons notre maladie, le paludisme. Si au niveau mondial, on ne se mobilise pas pour combattre le paludisme, pensez-vous pouvoir faire le plaidoyer pour que l'Afrique se mette ensemble pour combattre cette maladie? Les stratégies qui ont été mises à la disposition des pays, il y a entre autres la prévention.
il faut éviter de tomber malade avec les moustiquaires imprégnés, avec les répulsifs et tout ce qu'on peut faire, des vêtements adéquats. Il faut aussi avoir un environnement sain. Je vais insister là-dessus et souligner le caractère multisectoriel de la lutte contre le paludisme. Au-delà de ces mesures préventives, il y a l'éducation pour la santé. Est un marché à lui-même, est un marché qui représente, après l'Afrique du Sud, c'est le deuxième gros marché. Oui, mais nous, on en a termes de... toute la CEDEAO. Oui, mais ce n'est pas mis en place, point de vue régulation. Pour enregistrer un médicament à l'heure d'aujourd'hui, on doit l'enregistrer pays par pays. Oui, mais on est sur l'harmonisation, ça vient. Oui, mais ça fait 15 ans qu'on en parle. Au niveau de l'Union africaine, on en parle depuis 15 ans de cette cet enregistrement centralisé. C'est toujours pas fait. Donc il y a des problèmes de ressources humaines, il y a des problèmes de logistique, il y a des problèmes de culturels même en tant que tel. La logistique, on n'en parle pas, mais c'est très très important. À l'heure actuelle, vous allez être sûr, enfin je pense que vous savez, mais un laboratoire comme la CIFARM, quand il fabrique, il envoie ses produits en France pour le réexpédier au Burkina. Oui, tout à fait. C'est quand même assez extraordinaire. Donc c'est pas seulement un problème de production, il y a le problème de logistique qu'il faut régler. La maturité, on va dire, législative, encore, ça se fait, il y a beaucoup de choses qui se font, mais il y a beaucoup d'étapes à passer. La PISAM a été le premier établissement très tôt dans les années 80, je crois, ou 90, à faire de la télémédecine. Pourquoi on est obligé de prendre l'avion pour aller se soigner alors qu'on a les meilleurs médecins ici? Le système de santé privée est un système qui a beaucoup de challenges, beaucoup de challenges, et on a du mal à soutenir les investissements qu'on doit faire pour justement garder ces patients qui justement partent à l'étranger. Il y a un vrai gap, technologique qu'il faut reconnaître. Il y a un vrai gap entre nous et certains pays qu'il faut combler. Et ce gap-là, on est en train de le combler avec des cliniques concurrentes, entre guillemets. Mais nous, la PISAM, on a commencé à investir assez significativement justement depuis 2-3 ans. À travers ce panel, on a pu se rendre compte que le système sanitaire en Côte d'Ivoire engage les secteurs publics et privés. Le renforcement de cette collaboration devrait permettre à la Côte d'Ivoire d'aspirer à un système de santé préventif. De plus, l'accompagnement de l'Organisation mondiale de la santé pour la recherche et l'appui des industries pharmaceutiques faciliterait une autosuffisance du système de santé de la Côte d'Ivoire. Le quatrième et dernier panel a abordé le thème de comment limiter les conséquences de la pandémie sur le niveau de vie des populations et améliorer leur bien-être. Nous savons que durant la pandémie, le gouvernement de Côte d'Ivoire a mis en place un plan d'action et une riposte nationale pour pouvoir permettre aux ménages, aux entreprises, de pouvoir faire face à la pandémie. Cette riposte et ces plans d'action ont-ils été suffisants pour favoriser l'amélioration du niveau de vie des populations? Personne, absolument, la plupart, je dirais 90%, n'avait aucune connaissance de l'impact et de ce que le Covid allait venir. Ça a été une surprise parce que ce qu'on avait entendu était de très loin. On dit que l'objectif global du gouvernement est de réduire le taux de pauvreté estimé en 2019 à 39,4%, de moitié d'ici 2030. Le gouvernement, dans sa politique de lutte contre la pauvreté, entend de façon substantielle renforcer l'inclusion socio-économique en réduisant les inégalités des ménages tant en zone urbaine qu'en zone rurale. Ce que je souhaiterais voir, c'est que les programmes de relance budgétaire post-Covid vraiment ciblent réellement les femmes. Et pour cibler réellement les femmes, il faudrait que nous ayons beaucoup plus de données, mais également en termes de rapportage, de reporting, effectivement qu'on voit que les femmes ont réellement bénéficié. Il y a une réaction énergique de la Côte d'Ivoire. Quand on est au macro niveau d'analyse, on ne le perçoit pas. Mais nous, on était des représentants de nos ministres sur le terrain, dans les bas-fonds et dans les quartiers, et on a senti vraiment les impacts de la réaction du gouvernement sur ces populations. Ce panel a enregistré d'importants échanges constructifs. En système, la pandémie a eu un impact négatif et plus significatif sur les femmes en Côte d'Ivoire. Cela a contribué à la dégradation globale du niveau de vie de la population ivoirienne.
afin de réduire le taux de pauvreté estimé à 39,4% en 2019. Les différents intervenants proposaient, entre autres, l'accompagnement des PME, le renforcement des liens de communication entre la population et le gouvernement, le soutien aux femmes, surtout en zone rurale, et le développement des associations villageoises pour leur épargne. C'est ce 4e panel qui a clôturé l'ensemble des travaux de la 5e édition des conférences Risque Pays Côte d'Ivoire. Les solutions à nos problématiques viennent de l'intérieur. Donc, ces solutions-là viendront de ce type de discussion, d'échanges, de plateformes qui nous permettent justement, à bâton rompu et de façon constructive, aborder toutes les problématiques qui concernent le développement de nos économies. Ce type de plateformes devient de plus en plus demandé, d'ailleurs, par les Africains, par les populations. Et c'est pourquoi je vous remercie infiniment d'être venu, d'être resté jusqu'à la fin. Et nous restons à votre disposition, naturellement, pour continuer les discussions. Je voudrais évidemment remercier nos partenaires qui ont permis à cette conférence de se réaliser, l'Autorité nationale de régulation des marchés, la CIE, la SODECI, MTN, le port autonome d'Abidjan, Reflet Consulting, Blueprint, Weblogy et nos amis de Financial Afrique.